Bonjour, donc je m'appelle Anissa, j'ai 34 ans. J'ai été diagnostiquée moi d'un cancer du sein hormonodépendant de grade 2 en mars 2021. Comment je l'ai su? Je l'ai su parce que, j'avais un écoulement mammaire qui était présent depuis, presque 18 mois et en fait, j'ai bataillé pour avoir une mammographie qu'on me refusait au début de par mon âge. J'avais 29 ans à l'époque et étant donné que j'avais pas d'antécédents familiaux, on a estimé que c'était pas nécessaire de me faire une mammographie. Quelques semaines après l'écoulement mammaire, j'ai eu une petite boule. J'ai redemandé une mammo qu'on m'a refusée et donc j'ai dû me battre et insister, pendant presque 18 mois pour avoir, ce diagnostic de cancer. Ce qui m'a poussée à insister, c'est que, en fait, je connaissais hyper bien mon corps. J'avais perdu beaucoup de poids, ça me ressemblait pas, j'étais pas du genre à perdre du poids facilement, enfin, en tout cas, sans raison comme ça, non. J'étais très fatiguée, une fatigue, extrême. J'avais pas d'explication, je ne savais pas pourquoi. Et puis encore une fois, l'écoulement mammaire, alors c'est vrai que je l'ai eu quelques semaines après avoir, arrêté d'allaiter mon fils. Donc quand mon médecin généraliste m'a dit: «Oui, c'est tes canaux lactiques qui sont bouchés», bah, moi j'y ai cru parce que ça me semblait cohérent et quand j'ai eu cette petite boule par la suite qui est apparue, là j'ai compris, enfin je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il y avait trop de symptômes, après je pensais pas forcément à un cancer, mais je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans mon corps et j'avais besoin en fait d'être, rassurée. Moi, ce que je cherchais, c'est à être rassurée et en fait, bah, finalement, on a posé un diagnostic, grâce à la maman. Surtout, mon instinct, parce que encore une fois, je me connaissais et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Ouais, 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 je pense parce que, en fait, si tu veux, moi, c'était mon j'ai été voir mon médecin généraliste plusieurs fois qui, elle, ne voulait rien entendre. Donc en fait, j'ai attendu d'avoir un rendez-vous avec ma gynéco pour lui en parler, mais c'était 4 mois après. Donc je me dis que si j'avais pas vu cette gynéco ou si j'avais encore attendu, je me serais retrouvée, peut-être en stade 4, peut-être, à une avancée un petit peu plus grave, sachant que j'avais déjà une tumeur de 7 centimètres et que c'était quand même assez avancé. Je sais pas si je serais encore là pour raconter mon histoire si j'avais attendu quelques semaines supplémentaires. Stade 3, ouais, et tumeur de 7 centimètres. C'est énorme. C'était la taille d'un œuf. Je pouvais l'attraper, enfin je pouvais l'attraper comme une balle, quoi. Ah oui, très accessible, je pouvais le prendre à la main, enfin, ouais, c'était une grosse tumeur. Ça me faisait rien, moi j'avais pas spécialement mal, à part quand je m'allongeais dessus et en fait, comme pendant 18 mois, mon médecin généraliste, était convaincu que c'était forcément un kyste et que c'était bénin et cetera, bah, c'est vrai que moi j'étais un peu dans le déni. J'insistais, mais inconsciemment, je me disais: «Non, quand même, tu as 29 ans, tu peux pas avoir de cancer, c'est forcément un kyste». Mais ainsi enfin, pose un diagnostic quand même. Non, parce que en fait, si tu veux, moi, j'ai su que ça faisait 7 centimètres une fois qu'on m'a fait l'ablation. Quand on m'a fait la mastectomie, c'est là qu'ils m'ont dit, voilà, après, ça a été en analyse à la et ils m'ont expliqué que la tumeur était grosse, qu'elle faisait 7 centimètres et que par mesure de sécurité, justement, ils m'ont retiré toute la chaîne, ils m'ont fait un curage axillaire et retiré la chaîne ganglionnaire pour, vérifier qu'il y a pas de ganglion atteint. J'avais 0 ganglion atteint, donc j'ai été très chanceuse pour le coup. Mais moi, c'est pas quelque chose que je sentais. J'avais pas d'autres douleurs, spécifiques, dans un autre endroit du corps ou quoi que ce soit, non. Alors, la masse en soi me gênait surtout quand je dormais parce que voilà, je dors sur le ventre et cetera ou quand j'étais allongée ou parce que je la sentais une fois que je la touchais, mais moi, ce qui me gênait le plus, c'est l'écoulement mammaire parce que cet écoulement, il s'est jamais arrêté et maintenant je sais que ça faisait partie des signes, du cancer du sein et c'est vrai que, bah, c'était comme, j'avais des montées de lait tous les jours, enfin, j'avais des taches dans mon soutien-gorge comme des montées de lait et c'était quotidien et ça, c'était hyper contraignant, quoi. Parce que des fois, j'allais au travail, c'était taché, enfin, comme une femme enceinte, quoi, donc ça, c'était un peu gênant, ouais. J'ai fait la totale, moi. J'ai fait la mastectomie en premier. Ensuite, j'ai fait de la chimiothérapie, radiothérapie et là, je suis sous hormonothérapie. C'est 5 ans, c'est ça. Donc là, je suis dans ma troisième année. Bah, bizarrement, moi, j'ai super bien vécu la mastectomie parce qu'en fait, j'avais un corps étranger qui me rongeait de l'intérieur et qui me tuait à petit feu. Donc pour moi, ça a été un soulagement limite la mastectomie. Je me débarrassais d'un sein qui m'appartenait plus et qui me faisait du mal. Donc moi, je l'ai super bien vécu. J'ai même demandé, si on pouvait me retirer le deuxième sein par précaution. On a refusé parce qu'en France, on n'enlève pas un sein qui n'est pas malade, ce que je comprends tout à fait. Mais je l'ai très bien vécu et en plus, j'avais un super chirurgien qui a réussi à me projeter en fait sur la reconstruction et du coup, bah, je me rattachais aussi à ça. Je me disais: «Bah, c'est pas grave, on t'enlève un sein malade, mais tu vas être reconstruite derrière»
et tu auras des seins encore plus beaux et en pleine santé. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement mal vécu, moi, la mastectomie. Par contre, la chimiothérapie, c'était une autre histoire parce que bah, ça peut paraître un peu superficiel, mais j'ai toujours eu les cheveux très longs. Me retrouver chauve, pour moi, c'était inconcevable. Donc j'ai très mal vécu la perte de mes cheveux, la perte de mes cils, de mes sourcils. Psychologiquement, ça a été hyper dur parce que je me reconnaissais plus en fait devant le miroir. J'avais perdu, c'était plus moi quoi. J'avais plus mon identité, j'avais plus ma féminité. Je voyais mes enfants quand ils me regardaient le crâne rasé, ils étaient un peu, enfin mon petit, il était tout petit donc ça le perturbait un petit peu. Donc moi, bah, ça me faisait du mal. C'était un petit peu compliqué à gérer, mais ça a pas duré très longtemps cette phase-là. Je me suis vite ressaisie en fait parce que en fait, j'ai compris que c'était éphémère et que c'était une situation temporaire et que c'était que des cheveux et que ça allait repousser. Donc en fait, je me suis mis en mode guerrière et je me suis dit: «Bah, en fait, tu vas faire en sorte d'être résiliente et avoir un mental d'acier et tu vas te battre» et c'est ce que j'ai fait et du coup, moralement, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai mené une vie tout à fait normale. J'allais au restaurant, je sortais avec mes amis, j'allais en week-end, je faisais des activités avec mes enfants. En fait, j'ai fait en sorte d'avoir une vie, ordinaire pour, déjà pour moi, pour, oublier un petit peu la maladie et en fait, je voulais pas qu'on m'identifie à Anissa maladie. Non, je suis une personne à part entière et je voulais que mes enfants, ne soient pas perturbés aussi. Donc j'ai fait en sorte pour eux également, de vivre tout à fait normalement et franchement avec du recul aujourd'hui, bah, ça a été. Je pense que même j'ai eu plus de mal à vivre l'après-cancer que, la chimio. C'est ça, c'est sur l'aspect psychologique que c'est plus dur et c'est vrai que sur le coup, on s'en rend pas compte. Moi, la première, une fois que j'ai terminé mes traitements, je me suis dit: «Bah, c'est derrière moi, ça y est, je suis en rémission, enfin, c'est une nouvelle vie qui commence». Sauf que j'étais pas du tout préparée à ça parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es malade, tu es hyper suivie. Tu as des rendez-vous, radiothérapie, par exemple, c'est tous les jours. Donc tu vois, tu as quand même, enfin, c'est très, intense, quoi, le suivi et en fait, du jour au lendemain, tu es lâchée, dans la nature comme ça, si je puis dire, avec un rendez-vous tous les 6 mois, tu sais pas trop. Enfin, moi, ça m'a un peu perturbée d'être, lâchée comme ça et en fait, j'ai développé une petite forme de parano où je me disais: «Mais si, en fait, ça revient et si je récidive et que je revois mon médecin dans 6 mois? Mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera trop tard?» Enfin, ça m'a fait peur, en fait. Ça m'a fait peur et j'ai fait une petite dépression, post-traitement et je m'en suis rendu compte très, très rapidement. Donc j'ai fait en sorte, de me faire suivre, rapidement pour pas tomber dans une vraie dépression. C'était une petite déprime et en fait, je me suis rendu compte en parlant du coup avec la psy, que c'était tout à fait normal et que j'étais pas la seule, du coup, à mal vivre l'après-cancer et je trouve ça hyper dommage parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Moi, j'étais pas du tout, enfin, j'étais pas prête, quoi. Pour moi, c'était rémission, tout va bien, allez hop, c'est parti. En fait, pas du tout. Alors qu'en plus, enfin, c'est pas pour tout le monde, mais les femmes qui ont un cancer du sein hormonodépendant, après, on a l'hormonothérapie. Et ça aussi, on nous prépare pas assez psychologiquement, je trouve. Voilà, au moins, on m'a dit, tu vas prendre un petit cachet, tu verras, c'est rien du tout. Et puis en plus, ça va réduire considérablement le risque des récidives. Alors, c'est génial, c'est super. Mais derrière, je pensais pas que j'allais avoir autant d'effets secondaires. Et quand tu as 34 ans et que tu as des effets secondaires, qui te bousillent la vie et moi c'est enfin, des fois tu as l'impression que tu vis dans le corps d'une femme de 80 ans et c'est pas évident, quoi. Entre les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, musculaires et cetera, je trouve qu'on nous prépare pas assez psychologiquement. Bah, tu fais avec parce que enfin moi personnellement je fais avec parce que j'ai essayé de trouver des solutions. Donc à chaque fois que j'allais en consultation, avec l'oncologue ou le radiothérapeute, je lui expliquais les effets secondaires que j'avais et en fait on m'a toujours dit: «Il y a rien, il y a pas de il y a rien pour te soulager, en fait, donc tu serres les dents pendant 5 ans» et en fait, je me raccroche au fait que c'est mon élixir de vie dans le sens où c'est ce qui va réduire mon risque de récidive et au vu de mon âge, je peux pas me permettre de l'arrêter. Donc je souffre en silence, on va dire et le sport aussi, ça m'aide un peu. Quand j'ai des grosses douleurs, je fais un petit peu de sport, du sport doux et ça me soulage un peu. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me soulager. Ouais, un petit peu de pilates, du yoga, du body balance, parce que moi je suis pas très cardio. Mais du coup, bah, ça me fait un peu de bien. Mais j'ai rien trouvé de radical, contre ces petites douleurs et ces neuropathies, Donc je me dis par contre, les médecins me disent qu'une fois que j'arrête l'hormonothérapie, ma vie redeviendra tout à fait normale et que je n'aurai plus toutes ces douleurs. Donc ça aussi, ça m'aide. Je me dis: «Tiens le coup, c'est hyper important de tenir parce que derrière, tu auras plus ces douleurs». Donc
je m'accroche à des petits trucs pour aller de l'avant, mais c'est pas évident tous les jours. Mais c'est vrai que des fois, je suis à bout, quoi. Je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi j'ai tant de douleurs? Pourquoi on dirait que j'ai de l'arthrose alors que j'ai 34 ans?» Enfin, mais bon, c'est comme ça et puis on fait avec, quoi. J'essaye de me dire ça. Maintenant, j'arrive à me le dire. Au début, j'arrivais pas. Au début, c'était hyper long. Je me disais: «Mais comment je vais supporter ça pendant 5 ans?» Je me disais: «C'est impossible». Enfin, c'est hyper difficile de se projeter sur autant de temps quand on supporte pas un traitement. Mais voilà, encore une fois, je me disais que c'était mon élixir de vie et que je pouvais pas me permettre de l'arrêter parce que ça m'a déjà traversé l'esprit plusieurs fois. Est-ce que je le continue? Est-ce que je l'arrête? Et finalement, j'ai préféré le continuer parce que, bah, ça réduit le risque de récidive, c'est factuel, donc on le prend. Alors au début, c'était dur. Au début, c'était et surtout pour ma grande parce qu'elle, elle comprenait tout à l'époque. Le petit, bon, il avait 2 ans et demi, donc je lui expliquais: «Maman, elle est malade», mais à travers des livres. Lui, j'avais trouvé des livres pour enfants, c'était une maman girafe qui perdait ses taches, comme nous on perd nos cheveux. Donc je lui expliquais, avec des mots d'enfant et ça s'est bien passé. À part quand j'ai perdu mes cheveux, ça l'a un peu, bon, il a eu des mots, du: «Maman, tu moche, tu ressembles à un monsieur» et cetera. Mais voilà, ça a duré quelques jours et après il est vite passé à autre chose. Par contre, la grande, ça a été plus compliqué parce que dans son cerveau de préadolescente, elle a assimilé pardon, le mot tumeur à tu vas mourir en fait. Tu meurs, enfin, elle s'est fait tout un film avec ça et du coup, bah, j'ai vu que ça l'atteignait et que ça lui faisait peur et que parfois la nuit, elle me rejoignait dans ma chambre, dans mon lit parce que elle avait besoin d'être rassurée. Donc pareil, en fait, j'ai fait en sorte, qu'elle soit accompagnée par un professionnel, pour qu'elle puisse gérer ses émotions par rapport à tout ça et finalement ça s'est super bien passé et aujourd'hui mes enfants, ils me disent que je suis forte et que je suis un exemple pour eux donc Ça a bien évolué du coup. ouais, ça a bien évolué puis ça me fait du bien de enfin, quand ils me disent ça, je me dis: «Bah, je suis contente en fait d'avoir gardé, la tête froide pendant mon combat» et même si j'ai craqué par moments, je pense que c'est tout à fait normal de craquer mais c'est vrai que j'ai fait en sorte devant eux d'être solide et je regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une image de moi qui est quand même, enfin ma fille, elle me le dit clairement: «Je suis fière de toi maman» et quand j'entends ces mots-là, pour moi, ça n'a pas de prix et voilà. Ouais, ouais, pour eux, ça a valu le coup, ouais. Et puis moi, j'avais hyper peur de les détruire. J'avais très peur de les détruire psychologiquement, donc il fallait que je me maîtrise coûte que coûte devant eux, quoi. Même si voilà, j'avoue que j'ai parfois craqué, hein. Parfois, je me suis retrouvée dans des états émotionnels où je m'isolais pour pas justement qu'ils me voient dans des états de fragilité, mais je pense que c'est humain de craquer et il faut pas culpabiliser, quoi. Mmh. L'après-cancer, le soutien psychologique, je pense que c'est important quand on sent qu'on va pas bien. Moi, je l'ai su tout de suite que j'allais pas bien, que j'avais besoin, bah, d'être accompagnée sur ce point-là et faut en parler, en fait, faut en parler autour de soi parce qu'en fait, on n'est pas seul dans ces moments-là et on a l'impression qu'on l'est, mais en fait, la plupart des femmes qui traversent cette épreuve-là, on a toutes le même ressenti sur l'après-cancer et je m'en suis rendu compte en parlant à d'autres femmes que j'étais loin d'être un cas isolé à mal vivre cet après-cancer. Donc si je peux donner un conseil, c'est parlez-en autour de vous, restez pas seul et culpabilisez pas, c'est tout à fait normal. Bah, quand, j'ai des petits bad mood, on va dire, moi je suis très méditation. Donc je me mets une petite séance de relaxation dans les oreilles avec une petite méditation, je respire, je prends l'air et le sport. Le sport, ça m'aide à évacuer quand, j'ai des petits coups de mou, mais j'ai pas de technique, vraiment, miracle ou de ouais, je me Qu'il faut contente de faire, petites choses. Après moi, je suis de nature à voir le verre à moitié plein. J'ai toujours été comme ça, donc quand je sens que, voilà, j'ai un petit coup de mou, je vais faire en sorte de me ressaisir, quoi. Mais ça, c'est ma nature. Bah, avant la maladie, j'allais beaucoup à la salle et cetera. J'ai fait du handball pendant des années aussi, mais aujourd'hui, c'est plus du tout adapté pour moi parce que, bah, comme j'ai eu le curage axillaire, j'ai perdu la mobilité de mon bras droit, donc tirer, c'est plus possible. Donc non, non, je me focalise sur le sport doux. Des fois, je vais faire un peu de cardio à la salle, mais très rapidement, quoi. Sinon le sport doux, c'est bien, c'est adapté, on travaille les muscles profonds et puis je trouve que ça détend en même temps, donc pour moi, c'est le combo parfait. Alors le psy, je t'avouerai que moi, j'avais jamais été, chez un psy et l'hôpital où j'étais suivie, il y avait une psy dans le service qui passait nous voir, très souvent pendant les séances de chimio et quand elle venait me voir, moi, je lui disais: «Mais j'ai pas besoin, je vais bien, tout va bien» et elle m'a laissé sa carte, en fait, un jour au cas où et elle a bien fait de me laisser sa carte parce que, bah, je l'ai rappelé, justement,
post-traitement. Et donc, c'était la psy de l'hôpital que j'allais voir. Et en fait, elle était spécialisée, elle était vraiment affectée au pôle oncologie. Donc, elle avait l'habitude et ça m'a fait vachement de bien. Et j'aurais peut-être dû la voir avant. J'aurais dû l'écouter quand elle me disait, mais si c'est important, ça pourrait te faire du bien. Je pensais que j'allais bien et j'étais dans le déni finalement. Donc, De toute façon, c'est toujours après coup qu'on s'en rend compte que ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, elle a insisté. Elle me disait: «Mais tu devrais quand même, ça te ferait du bien» et je lui disais: «Non, j'ai pas besoin, je laisse ma place à d'autres, il y en a peut-être d'autres gens qui en auront plus besoin que moi» et cetera et finalement, j'ai bien fait de prendre sa carte comme quoi. Et la sophrologie, je connaissais un petit peu parce que plus jeune, j'avais déjà fait des séances, pour apprendre des techniques de respiration parce que j'étais une personne assez stressée quand même. Donc j'avais consulté une sophrologue pour qu'elle m'apprenne à me détendre et à respirer correctement. Et du coup, ça m'a bien servi pour les post-traitements. ok, ouais, parce que du coup, c'est toujours des conseils que tu appliques aujourd'hui. Toujours. Ok. Dès que j'ai un petit pic de stress ou je sens qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui me rend anxieuse ou dès que même quand je réfléchis par rapport à la maladie, parce que des fois, enfin, c'est des trucs tout bêtes, tu vas être un petit peu malade, tu vas sentir un ganglion et tout de suite tu vas être parano, et cetera. J'essaye de me mettre dans ma bulle et de respirer et de relativiser parce que sinon on s'en sort plus. Enfin, alors de moins en moins souvent parce que je suis de moins en moins, je vis de mieux en mieux si tu veux cette période. Mais au début, ouais, c'était quasiment au quotidien. J'avais des coups de stress très très facilement parce que comme je te disais, on n'a plus de suivi. On est lâché dans la nature et ouais, j'avais pas mal de moments où je doutais, où j'avais peur, où je me touchais un peu partout pour vérifier qu'il y avait rien. Je rentrais dans une phase un petit peu de parano, quoi. Et donc, non, je me disais, tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas vivre comme ça. Ressaisis-toi, respire. La marche aussi. Aller faire un tour, c'est tout bête, hein, mais ça fait du bien. Ah, moi, ça m'a. Encore aujourd'hui, hein, des fois, quand j'y pense, je me dis, mais j'ai 34 ans, je vis avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Enfin voilà quoi, c'est vrai que ça fait peur. Tu te dis mais c'était hyper dur, je l'ai vécu une fois, je me sens pas capable quoi de le revivre une deuxième fois. Et c'est pour ça que je m'accroche à l'hormonothérapie parce que je me dis si ça peut m'aider à pas récidiver, tant pis quoi. Les effets secondaires c'est pas grave, on supporte. Mais ouais, c'est vrai que la récidive ça fait vraiment peur et ça peut créer beaucoup de stress, ouais. Et puis 5 ans et là on commence à me parler de 7 ans, enfin je dis: «Oui, vu ton âge», paraît-il qu'il y a des nouvelles études, qui soient sorties, où ils ont constaté qu'une prise sur 7 ans serait plus efficace qu'une prise sur 5 ans. Et du coup, la dernière fois que j'ai vu l'oncologue, il m'a dit: «Il y a rien de sûr, il y a rien de voilà, mais c'est possible qu'on parte sur 7 ans, donc on verra ça plus tard». Mais elle me l'a quand même, enfin, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, quoi. Et ça, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis: «Non, franchement non, quoi. 5 ans, ouais, mais 7 ans». Ça m'embêterait de devoir pousser, jusqu'à 7 ans, mais si j'ai pas le choix, je le ferai parce que, parce que j'ai envie de vivre quoi, tout simplement. Ouais, ça m'est arrivé et c'était rien du tout en fait. C'était un petit kyste tout bénin dans mon autre sein, mais du coup, enfin, Et du coup, c'était en panique. j'étais en panique quoi. Je me suis dit: «Non, ça recommence», enfin. Après, pourtant au toucher, ça n'avait rien à voir avec, la boule que j'avais avant, mais mon cerveau, il s'est conditionné à paniquer quoi. Donc j'ai paniqué et comme j'ai une c'était la chirurgienne, qui m'avait opérée qui était hyper bienveillante. Je lui ai demandé si elle pouvait me faire un TEP scan parce que je devenais complètement parano, hein. Je pleurais, oui, je sens que j'ai des métastases. Vraiment j'ai fait une phase de paranoïaque et elle m'a prescrit un TEP scan, pour me rassurer. Il y avait rien du tout. Mais en fait, je lui ai dit: «Oui, j'ai des douleurs partout», mais après c'était les douleurs de l'hormonothérapie. Mais moi j'ai assimilé ça à la petite boule que j'avais sentie. Je lui disais: «J'ai une petite boule», elle m'a palpé, elle a senti. Et je lui disais: «En plus, j'ai des douleurs un peu partout, je commence à flipper et cetera». Donc moi, je lui ai demandé une mammo, elle m'a dit: «On va faire un TEP et comme ça, si ça peut te rassurer, on va te rassurer». Et donc elle m'a prescrit un TEP et Ça il y t'a avait rassuré. rien du tout au final et j'étais rassurée. Je me suis dit: «Bon Anissa, recommence pas quoi. Panique pas la prochaine fois». Parce que du coup, tu te sens un peu ridicule après, tu te dis: «Bon, j'ai fait tout ça pour rien». Enfin, oui, c'est légitime, mais je Vaut me mieux dis: passer «Est-ce par que là. c'était nécessaire de faire, parce que j'ai hyper, je pleurais, j'étais: «S'il vous plaît, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas», alors qu'au final, il y avait rien, quoi. Ouais, Mental. c'est ça. Déjà psychologiquement, ça a un effet parce que tu te sens bien. Après une séance de sport, moi, je me sens bien. Heu, Pareil, l'hormonothérapie, moi, ça me faisait plus trop maintenant, mais au début, j'avais beaucoup d'insomnie
énormément d'insomnie à cause de ça et quand j'allais au sport et ben, je constatais que mon sommeil, il était de meilleure qualité et que j'arrivais, plus facilement à m'endormir. Donc ça, pour moi, déjà, ça a été un super bienfait parce que j'étais 2 fois plus fatiguée comme je dormais pas beaucoup et physiquement, c'est surtout au niveau des douleurs musculaires et articulaires. Tu sens tout de suite la différence, quoi. Quand tu sors de ta séance, bah, tu as mal, mais tu as pas c'est plus les mêmes douleurs, en fait. C'est de la bonne douleur, c'est des petites courbatures, mais du coup, qui vont prendre le dessus sur les douleurs qu'engendre l'hormonothérapie. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, ça te fait oublier les douleurs, articulaires et musculaires et moi, ça m'a fait trop du bien. Enfin, ça continue à me faire du bien. Bah, déjà, comme je t'ai dit auparavant, avant de commencer la chimio, ma plus grosse crainte, c'était de perdre mes cheveux. Parce que j'ai toujours été, voilà, cheveux longs, très coquette, j'ai toujours fait attention à mon apparence et pour moi, c'était inconcevable, enfin, de me retrouver chauve, c'était inimaginable et en fait, quand j'ai perdu mes cheveux, bah, au début, c'était compliqué et une fois que je suis rentrée en phase d'acceptation, et que j'ai compris que c'était temporaire et que ça allait repousser parce que je sais pas pourquoi j'ai développé une forme de paranoïa aussi, à me dire: «Et si mes cheveux, ils repoussent pas?» donc pas du tout et donc quand j'ai compris que ça allait repousser et que je me suis ressaisie, bah, je me suis réapprêtée en fait. J'allais à mes séances de chimio toujours apprêtée, je me maquillais, je m'habillais, bien, je me coiffais pas, mais je mettais des franges, des frangines, je sais pas si vous connaissez? Je mettais des franges, des frangines et je mettais des turbans ou des foulards et je m'amusais à faire plein de petites coupes et tout et en fait, bah, ni vu ni connu. Si on savait pas que j'étais malade, ça se voyait pas parce que je travaillais mes sourcils, mes cils, malgré que j'en avais plus et cetera et en fait, en chimio, on me demandait tout le temps des conseils: «Ouais, mais comment tu as fait ça? Mais c'est tes cils?» mais enfin, on me demandait beaucoup, beaucoup de conseils et bah, je les donnais avec plaisir et puis je voyais que je faisais du bien, qu'elles étaient hyper contentes et que du coup, bah, quand je les revoyais à la prochaine séance de chimio, elles me disaient: «Eh, trop bien, j'ai fait ce que tu m'as conseillé» et cetera et en fait, ça s'est fait naturellement, je donnais des conseils. Après, on avait fait un groupe WhatsApp avec, certaines filles aussi pareil de la chimio, où elles me disaient: «Oui Anissa et tout, je cherche une huile, machin, pour les cheveux, est-ce que tu peux me conseiller?» machin, ceci, donc je le faisais avec plaisir et j'aimais bien parce que je voyais que je leur faisais du bien et ça me et je sais pas, c'était une satisfaction personnelle de leur faire du bien. Ça me faisait du bien aussi et après, voilà, quand, j'ai fait ma radiothérapie, j'ai commencé à comprendre que le travail que je faisais, moi, j'étais cadre bancaire, c'était plus du tout pour moi. J'étais plus du tout en phase heu, avec les valeurs de ce boulot, quoi. Ça me ressemblait plus et donc je me disais qu'il fallait que je fasse une reconversion professionnelle. Mais dans quoi? J'en avais aucune idée étant donné que j'ai toujours fait ce boulot et que j'ai fait des études très spécifiques pour faire ce job, justement. Et voilà, un jour, donc je me dis quand même, il y a un truc à développer sur la cosmétique, en plus moi je savais lire les étiquettes parce que enfin voilà, je m'y connaissais un petit peu pas en cosmétologie, mais j'avais l'habitude de lire comme je faisais attention à ce que je mettais quand même sur ma peau, que j'avais très peur des perturbateurs endocriniens et cetera et ben j'ai appris à lire les étiquettes de composition. Donc je me suis dit: «Il y a peut-être, un truc à faire». Réfléchis à un projet qui pourrait avoir du sens et que tu pourrais mener à bien. Et en fait, c'est ma kiné qui m'a donné l'idée, enfin qui m'a donné l'idée. Pareil, c'est une kiné qui est spécialisée dans le cancer du sein et elle me disait pareil, comme elle voyait tout le temps que j'étais apprêtée, machin, elle me disait: «Oui, tu peux me faire une li» en fait, un jour, elle m'a demandé de lui faire une liste de produits de beauté, qu'elle pourrait conseiller à ses patientes parce que beaucoup de ses patientes galéraient à trouver des bons produits. Donc je lui ai dit: «Bah, avec plaisir, ouais, je te fais ça avec plaisir». Je lui ai fait cette liste et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas un e-shop?» enfin, au début, elle m'a dit une petite boutique ou une petite boutique en ligne et je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» et après du coup, j'ai essayé de travailler, sur une offre qui pouvait être cohérente et vraiment adaptée aux besoins des femmes parce que vendre pour vendre, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment un truc qui ressemblait aux femmes atteintes de cancer et qui sont en adéquation avec leurs problématiques et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de fonder, bah, les Box Belle et Rebelle. Du coup, bah, c'est un projet, solidaire, puisqu'on reverse 1 des ventes à la recherche contre le cancer, puisque comme je te disais, il fallait que j'ai un projet qui ait du sens et parler de cancer sans contribuer à la recherche, ça me paraissait inconcevable. Donc j'ai envie d'être heureuse et épanouie dans ce que je fais, j'ai envie de continuer à faire du bien et ça passe également par, la contribution à la recherche. Et donc nous, en fait, on sélectionne tous les mois, 4 à 5 produits de beauté, bien-être qui soient clean, sans perturbateurs endocriniens, le plus naturel possible et éthique. On privilégie les producteurs, français
parce qu'on a envie de faire travailler les petites entreprises. Et on a beaucoup d'artisans qui sont canons et qui font des cosmétiques au top. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. Donc moi, mon objectif, c'est et de les mettre en avant et de trouver des solutions pour les femmes malades ou même en rémission ou même qui n'ont rien du tout et qui veulent juste changer leur consommation vers une consommation plus éthique et plus saine pour leur peau. Alors moi, je regarde un petit peu, je fouille les Instagram, je contacte les marques moi directement et en fait, je leur explique mon projet et je leur explique comment j'aimerais bosser avec eux, que j'aimerais du coup proposer tel ou tel produit de leur gamme dans ma box. Eux, ça leur permettrait d'avoir de la visibilité et en même temps de contribuer à un projet social et solidaire puisque c'est destiné à des femmes qui sont atteintes de cancer et une partie des ventes est reversée à la recherche. Donc ça matche souvent. Souvent, en fait, en général, on est toujours sur la. Moi, j'ai fait une charte d'engagement éthique, et en fait, je compare leurs valeurs d'entreprise et leur éthique pour vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que moi, je veux travailler avec des gens qui me ressemblent et qui sont alignés sur des valeurs humaines et bienveillantes, quoi. Oui, oui, je vois ça beaucoup plus loin, effectivement, parce que le cancer, il s'arrête pas. C'est pas local, hein. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir aider le plus de femmes possible. Et j'aimerais. Pour l'instant, je suis focus sur les femmes. Mais il y a tellement beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants touchés. J'aimerais développer aussi une box pour les enfants adaptée à leurs besoins eux spécifiques parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Même si les produits que je propose actuellement, ils seront compatibles pour des enfants et aussi pour des femmes allaitantes puisqu'ils sont 100% sains et sans perturbateurs. Mais voilà, je voudrais faire un truc qui leur ressemble puisque c'est pas une simple box beauté bien-être. En fait, j'essaye d'apporter une bulle de réconfort comme un petit cadeau mensuel que tu es contente de recevoir chez toi. À l'intérieur, je te mets des goodies, je te mets des petites cartes d'affirmation positive pour que tu lises quand tu as un petit coup de mou et que tu te dises, bah, en fait, je suis une belle personne, je suis quelqu'un de forte. Enfin, c'est des citations qui changent tous les mois, mais j'avais envie de quelque chose qui booste aussi le moral. J'avais pas envie juste d'une box beauté classique. Je voulais vraiment un truc qui va faire du bien et sur le mental et sur le physique. Donc, je mets à l'intérieur plein de petites surprises, des bijoux, etc. Des petits trucs en rapport avec le cancer pour un petit peu booster le moral aussi. Et j'aimerais faire ça pour les enfants par la suite. Toujours. Ah ouais, non, moi j'ai besoin d'un job qui donne du sens. Comme je te disais, j'ai été cadre bancaire pendant 15 ans et j'ai gagné super bien ma vie et non, j'ai plus envie quoi. Non, je veux vraiment faire quelque chose qui a du sens à mes yeux en tout cas. Bah, en fait, je pars du principe que si tu prends pas de risques dans la vie, tu n'arriveras jamais à rien. Et en fait, je me dis que ça peut que fonctionner dans le sens où c'est un projet qui parle à malheureusement de plus en plus de personnes, puisque chaque année, il y a plus de 60 000 personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer. Et je me dis, enfin, c'est énorme. Si je peux faire du bien à ne serait-ce qu'à 1 ou 2% de ces gens-là, bah, eux, ils sont heureux, moi, je suis heureuse, l'entreprise, elle peut se développer. Ça fait peur parce qu'il y a l'aspect financier qui rentre en compte. C'est sûr que quand tu as un cadre de vie qui est, voilà, qui me convient tout à fait, mais en fait, je suis plus en phase avec ça. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'allais au travail, la boule au ventre. Donc pour moi, l'argent, il fait pas le bonheur, mais il y contribue certes. Ce serait mentir que de dire que non. Mais ça fait pas tout. Et je préfère avoir un peu moins de revenus, être en phase avec ce que je fais, rentrer chez moi, dormir, avoir la conscience tranquille et être contente en fait de ce que je propose parce qu'encore une fois, ça a du sens et je trouvais plus de sens dans ma carrière professionnelle et limite éthiquement parlant, j'étais un peu borderline, voilà. Donc je veux plus du tout je préfère perdre de l'argent, perdre un petit peu en qualité de vie, mais je me dis que derrière eh ben ce sera gratifiant et j'aurai d'autres choses, ça va se développer, j'y crois en tout cas, faut être positif. Bah, pour les tout petits, honnêtement, les livres, pour moi, ça a été la solution miracle parce que j'ai amené ça un peu comme un jeu. Je lui disais, mais regarde, tu vois, la maman, elle perd ses taches parce qu'elle a une maladie. Et ben, c'est la même maladie que moi j'ai. Et en fait, il comprenait. C'est, ah, d'accord. Donc, en fait, tes cheveux, ils vont repousser comme les taches de la girafe. Et du coup, ça l'a aidé à anticiper et à se dire, bah, elle va pas rester chauve tout le temps, ma maman, quoi. Ça va repousser. Elle va pas rester à l'hôpital tout le temps, ma maman. Elle va rentrer à la maison. Et parce que il se raccrochait aux illustrations du livre. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et en partageant cette expérience avec d'autres femmes qui ont fait la même chose que moi, bah, pareil, ça s'est hyper bien passé dans la phase, pour l'enfant, en fait, pour qu'il soit vraiment en phase d'acceptation et qu'il le vive bien. Donc, les livres, franchement, je conseille. Le suivi psychologique, c'est propre à chacun. Si vous sentez que votre enfant il en a besoin, bah, allez-y. Moi, personnellement, pour mon ado, ça lui a fait du bien. Ça n'a pas duré très longtemps. Elle a dû faire 3, 4 séances, pas plus.
Mais ça lui a fait vachement de bien parce qu'en fait, elle avait peur de la mort. Pour elle, le cancer, c'était assimilé à la mort forcément. Donc j'avais beau lui dire qu'aujourd'hui, ça se soignait très bien et que c'est pas parce que j'avais un cancer qu'elle allait se retrouver orpheline. Eh ben non, dans sa tête, tumeur, c'était la mort assurée. Donc j'ai préféré la faire suivre pour que justement elle se retire ça de la tête et qu'elle se dise pas qu'elle va être orpheline à 10 ans, quoi. Mais je pense que c'est propre à chacun. Il y a des enfants qui le vivent mieux que d'autres. Après aussi, au moment de se raser la tête, alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais que j'ai eu des retours d'expérience d'autres femmes qui ont demandé à leurs enfants de leur couper les cheveux sous forme de jeu, etc. Et apparemment, ça a fait du bien. Ça les a aidés en fait à accepter la maladie de leur maman. Moi, j'ai pas eu cette force-là de faire participer mes enfants, mais peut-être qu'avec du recul, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ouais. Ça les fait participer comme si que c'était un jeu. Ah, regarde, allez, viens, on va jouer au coiffeur, etc. Et je pense que ça peut être pas mal, ouais. Dans la tête de mon petit, c'est vite passé, quoi. C'est vite passé, enfin après il oubliait quoi que j'étais malade pour lui, c'était devenu une routine de me voir chauve, c'était normal, enfin et puis comme je te disais en début d'interview, moi pendant les chimios, j'étais 4-5 jours clouée au lit, voilà, c'était hyper compliqué, mais dès que j'allais mieux, je sortais tout le temps avec mes enfants, je faisais plein d'activités, je les emmenais en week-end, franchement je bougeais tout le temps, enfin j'ai fait en sorte qu'on continue à avoir la vie qu'on menait avant pour pas justement qu'ils se disent mais il y a un problème chez nous, il y a quelque chose qui va pas. Je voulais pas qu'ils aient ce truc-là de se dire ah mais on est différent ou il y a un problème chez nous. Donc en fait j'ai fait en sorte qu'on vive normalement et bah, du coup ça s'est bien passé et limite ils ont oublié que j'ai été malade. Aujourd'hui je parle à mes... Enfin, ils m'en ont jamais reparlé. Enfin, ma fille, si, maintenant, de par mon projet, etc., elle aussi, elle investit, elle aime bien des fois m'aider à préparer les box, elle trouve ça hyper beau. Mais ils ont plus ce truc de me dire «Oh maman, est-ce que tu vas mourir? Oh nous, on a peur. Oui, mais quand tu vas à l'hôpital, tu reviens dans combien de temps?» Ils ont plus ces petits stress-là, en fait. Et je pense que c'est le fait d'avoir continué à mener une vie normale qui les a aidés à comprendre que, bah, OK, maman, elle est malade, mais ça va aller, quoi, c'est temporaire. Donc ça a été efficace de faire tout ça. Ouais, franchement, ouais, je regrette pas. Moi, au début, c'était un stress. Je me suis dit, mais comment je vais annoncer ça à mes enfants? Enfin, comment je vais leur dire que j'ai un cancer et que peut-être je vais les... Enfin, pour moi, c'était inconcevable. Et après, bah, au final, t'as pas le choix, hein, tu leur parles, hein. Bah, déjà, je voudrais dire que c'est une piqûre de rappel. Je sais qu'on le dit souvent, mais le cancer, ça ne nous définit pas. En fait, avant d'être une personne malade, on est des femmes à part entière, des êtres humains. Euh, En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre ses rêves de côté ni ses ambitions. C'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas réussir en fait à aller de l'avant. Alors c'est vrai que il faut accepter, il faut entrer en phase d'acceptation, même si c'est pas évident. Et je pense que pour justement rentrer en phase d'acceptation, il faut déjà commencer par s'accepter soi-même et accepter en fait son impact, oui, ce que ça a impacté physiquement et sa nouvelle image qui est temporaire. Encore une fois, rappelons-le, pardon. Et bah, du coup, moi, je pense que le fait de prendre soin de soi, personnellement, en tout cas, moi, le fait de continuer à être coquette, à me maquiller, à me coiffer et à m'habiller bien, ça m'a aidée à aller de l'avant parce que, bah, quand je me regardais dans le miroir maquillée, enturbinée et bien habillée, je me disais: «Bah, en fait, c'est toujours moi». C'est toujours moi avec, un petit truc en moins, mais que je récupérais par la suite et du coup, bah, ça m'a aidée à stabiliser la confiance que j'avais en moi et j'avais perdu à un moment donné l'estime de soi, ce qui est normal quand tu perds tes cheveux, et cetera. Mais le fait de pas lâcher, si tu veux, le fait de me forcer parce que des fois, c'était dur, j'avais pas envie forcément de me mettre coquette, mais je le faisais quand même pour pas, en fait, perdre le moral, en fait, pour pas qu'on me regarde aussi différemment. Donc ouais, ça m'a aidée à remonter un petit peu l'estime que j'avais de moi parce qu'elle était à un moment donné un petit peu enfouie. Et bah, du coup, je pense que c'est un effet boomerang. Tu vois, tu te trouves jolie, donc du coup, ta confiance, elle est un peu boostée, donc du coup, ton moral, il va un petit peu mieux. Tu vois, c'est un peu un effet boomerang, donc je pense que c'est nécessaire de prendre soin de soi, pour tout ce que je viens d'évoquer, ouais. Pour moi, ça a été un soutien, indéfectible, que ce soit ma maman, mon petit frère, mes tantes ou mes amis proches. Déjà, le soutien moral que j'ai reçu, il a été hyper important parce que j'étais pas seule en fait. Elle se battait avec moi moralement. J'ai une aide, matérielle, enfin matérielle, pour mes enfants parce que comme je te disais, j'étais très malade moi pendant mes cures de chimio, je restais des 4-5 jours clouée au lit. Donc ma maman, qui n'est pas à la retraite, elle faisait le relais avec mes tantes et mes amis proches
pour s'occuper des enfants et je m'estime hyper chanceuse et d'avoir un entourage aussi bienveillant parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais je trouve que c'est hyper important de s'entourer quand on le peut. Et si je peux donner un conseil aux proches aidants, alors au début, moi, on me traitait un peu, on me ménageait, tu vois, il fallait prendre des pincettes pour me dire les choses, et cetera. Et en fait, c'était encore plus dur à vivre, je trouvais. Je leur dis et au bout d'un moment, j'ai craqué, quoi. Et j'ai dit à mon entourage: «Mais parlez-moi normalement, heu, enfin voilà, quoi, je suis une personne normale, OK, je suis sous chimiothérapie, mais ça va, quoi, je suis» et en fait, ça me rendait un petit peu folle qu'on me ménage un petit peu trop, parce que du coup, ça me rappelait que j'étais malade et moi, j'avais pas envie. Donc si je peux donner un conseil après c'est toujours fait de façon bienveillante, mais ça aide pas forcément. C'est frustrant un peu. Ouais, c'est un peu frustrant parce que tu as l'impression que, bah, tu vois que tu es différente, en fait et ça te rappelle que tu es malade et que tu as pas forcément envie qu'on te le rappelle. Après, encore une fois, je blâme pas les proches aidants parce que c'est toujours fait de façon bienveillante et voilà, c'est toujours, très gentil. Mais en tant que malade, quand on te ménage un peu trop, bah, au bout d'un moment, voilà quoi, c'est bon quoi. Je suis apte à faire des choses. Moi, ne serait-ce que pour porter un pack d'eau, des fois, on me dit: «Ah non, mais t'inquiète pas, je vais» bah non, mais je peux porter mon pack d'eau. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui font que moi, encore une fois, je jette la pierre à personne parce que les proches aidants, ils pensent ils pensent que faire bien, quoi. Donc c'est pas ça et aussi il y a des petites phrases parfois du style, bon après moi j'ai eu ça, «Oh mais t'inquiète pas, c'est un cancer du sein, aujourd'hui ça soigne hyper bien», enfin c'est des trucs où tu te dis mais ou alors: «Ah mais c'est un petit cancer, un cancer du sein, t'inquiète, c'est rien, moi ma cousine elle a eu un cancer du pancréas» ou je ne sais quoi. Enfin, tu sais des fois on te rappelle que ce que tu as, c'est tout petit alors que non en fait c'est il y a pas de petit cancer et enfin ça des fois c'est horrible parce que tu te dis mais limite tu pas légitime quoi. Ça, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Les phrases du style: «Oh mais c'est rien, mais pourquoi tu te rends malade pour des cheveux ça repousse». Bah ouais, mais en fait, c'est pas toi qui le vis. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais encore une fois, ça part toujours d'une bonne intention, mais des fois, c'est un petit peu maladroit, c'est vrai. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites. Bah, si vous sentez que vous en avez besoin, encore une fois, c'est propre à chacun. Il y a des femmes qui vivent très bien l'après-cancer et qui oublient. Moi, ça a pas été le cas et du coup, quand j'ai senti que je commençais à aller mal, je me suis prise en main et j'ai pris rendez-vous chez un psy et ça m'a fait vachement de bien en fait. Et encore une fois, c'était un psy qui était spécialisé en oncologie, donc elle savait comment me parler et elle savait comment me faire parler surtout parce que moi j'étais un peu fermée au début, même si je savais que j'en avais besoin. Donc je pense que c'est nécessaire quand on sent qu'on en a besoin, de ne pas se laisser aller parce que des fois on a l'impression qu'on va remonter la pente tout seul, sauf que c'est pas aussi simple que ça parfois. Et moi ce qui m'a fait le plus de bien en soins support, c'est la kiné. Le kiné, post-opératoire, ça a été un pur bonheur. J'ai fait beaucoup, beaucoup de kiné. Moi, aujourd'hui, j'ai quasiment retrouvé toute ma mobilité au niveau de mon épaule droite et mes cicatrices, on les a bien travaillées, on les a bien atténuées, j'ai pu faire une superbe reconstruction mammaire grâce à ça, donc je recommande, le kiné à fond. Bah, j'en pense que c'est important, que ça se développe pas assez, qu'on n'en parle pas assez. Moi, personnellement, j'ai dû faire mes recherches, toute seule. Enfin, j'ai dû me débrouiller par moi-même pour trouver des soins supports adaptés, même du sport adapté, il y a même des cours de danse adaptés, des cours de natation adaptés et en fait, on n'en parle pas, on n'en parle jamais donc ça franchement, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ça peut aider. Moi, personnellement, j'ai pas tenté, à part le sport et le kiné, j'ai rien fait d'autre, mais je pense que ça peut aider, que ce soit physiquement ou psychologiquement et même le fait de se retrouver dans une communauté, un petit peu, bah, quand tu fais par exemple, un cours de danse, adapté, bah, tu vas te retrouver avec des femmes qui ont la même pathologie que toi et des fois, ça fait du bien de se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose que toi, qui te comprennent, avec qui tu peux échanger. Je trouve que ça fait du bien, ouais. Bah, encore une fois, le cancer, ça ne vous définit pas. Vous êtes on est des femmes à part entière avant tout et écoutez-vous, écoutez votre corps parce que personne vous connaît mieux que vous et que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, insistez parce que moi, ça m'a sauvé la vie. Donc ce sera le mot de la fin. Insistez si vous sentez que quelque chose ne va pas et que vous n'êtes pas écouté. Voilà.